Bienvenue à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Jean-Baptiste Placas, éditorialiste à RFI, Valérie Thorin du magazine Africasie et Seydi Kaba du Monde Afrique. Au sommaire, la Côte d'Ivoire, une femme pour diriger le RDR, le Rassemblement des Républicains, qui tenait la semaine dernière son 3e congrès ordinaire, a élu à sa tête la grande chancelière des ordres nationaux, Henriette Diagri-Diabaté. Une autre femme, Kandia Camara, la ministre de l'Éducation, occupera elle le poste de secrétaire général. Le parti s'est mis en ordre de marche pour préparer la présidentielle de 2020 et relever les prochains défis. Une absence remarquée à ce congrès, celle de Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, pourtant réélu 2 fois sous la bannière du RDR. Au Togo, le gouvernement joue l'apaisement après les 3 semaines de tension pendant lesquelles l'UNIR, le parti au pouvoir, et l'opposition, rangée derrière le PNP de Tikpi Achadam, ont fait la démonstration de leur capacité à mobiliser la rue. Réunis en session plénière, les députés doivent étudier le projet de révision constitutionnelle dans lequel l'opposition réclame l'inscription des dispositions prévues dans la Constitution de 1992, à savoir la limitation du nombre de mandats et la tenue d'un scrutin à 2 tours. Pour son 3e congrès ordinaire, le RDR avait vu les choses en grand. 10 000 militants réunis pendant 2 jours au Palais des Sports de Treichville. À 3 ans de la présidentielle, le retour d'Alassane Ouattara à la tête du parti était très attendu. Mais à la surprise générale, il cède sa place à une femme. Le reportage de Sophie Roussy. Rares les analystes ou journalistes qui auraient osé parier sur le retrait d'Alassane Ouattara. La Constitution modifiée, le président ivoirien pouvait tranquillement rester maître de son parti, le RDR. Mais devant un immense parterre de partisans, il a créé la surprise en s'écartant et en proposant comme présidente du parti une femme, Henriette Diabaté. Une fois le choc passé, les militants acclament cette historique, cette matriarche du RDR qui a toujours été aux côtés d'Alassane Ouattara. Madame Diabaté est une grande dame, source d'inspiration, de conseil. C'est la mère du RDR et c'est notre tante à tous. Ce choix est rassurant, conciliant même. La personne d'Henriette Diabaté fait l'unanimité. En la sollicitant, Alassane Ouattara tente de recoller les morceaux au sein de son parti divisé. C'est un immense honneur que j'accepte avec humilité. Au nom de mes camarades qui viennent d'être élus, ainsi qu'à mon nom propre, je voudrais vous exprimer notre reconnaissance et notre profonde gratitude pour cette grande marque de confiance. L'autre choix plus stratégique est celui d'Amadou Koulibaly, nommé premier vice-président du RDR. L'actuel Premier ministre est le dauphin pressenti d'Alassane Ouattara, celui qu'il verrait bien à la tête du pays lui succéder en 2020. Par cette nomination, Amadou Koulibaly est conforté. Quant à l'autre question qui a alimenté les esprits lors du congrès, l'alliance avec le PDCI, le parti d'Henri Konan Bédié, elle constitue le nœud du problème. Alassane Ouattara espère voir au plus vite les 2 formations s'unir, se fondre en un seul parti, une manière de garder la main. Jean-Baptiste Placas, en acceptant de devenir le président d'honneur du RDR, Alassane Ouattara écarte-t-on définitivement l'éventualité d'un 3e mandat en 2020 ? Ça, c'est un autre débat. Je pense que le message est brouillé, complètement brouillé, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il veut signifier et aux Ivoiriens et aux militants du RDR en allant chercher Madame Diabaté, qui est une brillante personnalité, mais qui a donné et largement donné. Alassane Ouattara a fait introduire dans la Constitution une disposition qui n'avait rien à y faire, en l'occurrence autoriser les chefs de parti, le chef de l'État à devenir chef de parti. Il fait cela
on se dit qu'il a quelques idées derrière la tête et à la dernière minute, il va chercher cette dame qui a été une bonne dirigeante du RDR, mais à 82 ans, après être passée par tant de responsabilités, elle aspirerait à mieux que de résoudre les problèmes, les petites guerres de positionnement au sein du RDR. Et c'est là tout le problème, parce que Houphouët-Boigny avait hésité à trancher quand ces dauphins potentiels se chamaillaient. En l'occurrence, Alassane Ouattara et Bédié. Et ça a donné les drames qui ne sont pas terminés et qui continuent aujourd'hui. Et voilà que Ouattara, au lieu de trancher dans ces guerres-là, préfère aller chercher quelqu'un qui, j'allais dire, ne va pas résoudre le problème. On ne fait que différer des affrontements qui seront sanglants le moment venu. C'est une analyse que vous partagez, Sidi Kaba? Oui, il y a un calcul derrière le choix de Henriette Diabaté. D'Henriette Diabaté. Un calcul qui tient compte du contexte dans lequel le congrès a été préparé. Comme vous l'avez si bien dit, par exemple, les partisans de Soro estiment ne pas avoir été associés. Si on avait pris une personnalité clivante, ça aurait affaibli le RDR. Et le fait que ce soit Mme Ouattara, Mme Henriette Diabaté, qui est pris, va permettre, à mon avis, de recoller le morceau et de préparer, de mettre le RDR en un meilleur ordre de bataille pour la présidentielle. Ça, c'est un message interne. Il y a un deuxième message, c'est le message envers aussi les alliés. Là, Mme Henriette Diabaté va être plus, à mon avis, va gérer plus les questions de l'alliance avec le PDCI et les autres partis. Et ce choix-là, c'est un choix d'avenir qui a été fait. Parce que si on n'avait plus une autre personnalité, par exemple, si Gong Coulibaly avait été investi président, ça aurait braqué les partisans de Soro. Donc, il y a cet élément. Et puis, l'autre message d'apaisement, c'est que dans peu de jours, on va pourvoir les 24 postes de vice-président. En ce moment, on va voir quel va être le casting qui va être choisi. En fonction de ça, on saura si le RDR est sorti grandi et sorti ressoudé de ce congrès ou pas. Valérie Taurin, Guillaume Soro, absent de ce 3e congrès. Comment expliquer cette mise à l'écart ? Eh bien, finalement, en fait, quand on voit la personnalité de Henriette Diabaté, qui est une personnalité consensuelle, en fait, on se rend compte que Alassane Ouattara a voulu écarter, comme l'a dit Sédic, les personnalités clivantes. Et alors, en termes de personnalité clivante, peut-être pas à l'intérieur, mais en tout cas à l'extérieur du parti avec les alliances, c'est Guillaume Soro. Donc, j'ai l'impression, moi je suis plus optimiste que Jean-Baptiste Placas. Je pense que Madame Diabaté a les moyens intellectuels et en termes de relations et d'habileté diplomatique, d'aplanir les choses à l'intérieur et d'écarter tous les problèmes d'alliance à l'extérieur. Mais en même temps, le RHDP, qui a été lancé en 2005 et qui prévoyait la création d'un parti unifié, on ne voit toujours pas ce parti arriver, 12 ans après. C'est-à-dire, Mme Diabaté, elle a un contentieux historique avec Henri Konan Bédié. Lequel ? C'est qu'il l'a mise en prison. Et à un moment terrible de la vie du RDR et de sa vie à elle. Et elle a été marquée définitivement par cet emprisonnement. Et ce monsieur sera son partenaire pour créer un parti unifié, soi-disant. Bon, on attend de voir. Qui a du mal à être mis en œuvre. Hein. Mais en même temps, Bédié aussi avait un contentieux avec Ouattara, puisque au nom de l'ivoirité, on avait exclu Ouattara de la compétition politique. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se ressouder de mon point de vue. Mais il y a un argument supplémentaire. Mais ça a été fait dans le RHDP. Compte tenu du contexte, il y a aussi un argument personnel pour Ouattara.
compte tenu du contexte aujourd'hui, la situation économique de la Côte d'Ivoire avec la chute du cours du cacao et les questions internes aussi, ces mutineries, c'est la situation de l'armée, à mon avis, il a choisi de se concentrer sur l'appareil d'État plutôt que de prendre le parti et de vouloir faire jouer les arbitres tous les matins. C'est que Jean-Baptiste Placas. Ce qui vient de se passer là, c'est une façon de ne pas régler les problèmes, de différer le moment même de les prendre en charge, et ça sera comme ça jusqu'au bout, parce qu'il ne faut pas espérer que Mme Diabaté va, avant 2020, passer la main à qui que ce soit. Ou à Gon Coulibaly, qu'on présente comme le successeur d'Alassane Ouattara. Non, mais si c'est ça, qu'on le fasse, et qu'on le fasse directement. Et puis, il y a un autre problème. On fait des réformes constitutionnelles, on crée un poste de vice-président, et on s'attendait à ce qu'ils mettent quelqu'un qui représente l'avenir du pays. Il met un un haut fonctionnaire de qualité, mais un grand commis de l'État, mais qui est lui aussi fatigué, aspire à un peu de repos. On a comme le sentiment que la gérontocratie a pris le dessus dans ce pays. Valérie Thorin. La gérontocratie, n'exagérons rien quand même. Moi, je pense qu'avec l'âge, il y a une certaine sagesse. Ouais, et puis, moi, je trouve que des femmes... moi, je vais défendre la cause des femmes. C'est assez rare d'avoir une femme à la tête d'un parti au pouvoir. Franchement. Elle a déjà été. Elle était secrétaire générale. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, les militants du RDR vont voir ce que c'est que d'être dirigé par une femme, la mère du RDR. Enfin, c'est formidable. Ça va être une femme qui va arrondir les angles, qui va essayer de comprendre ce qui se passe. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'au contraire, elle va résoudre un certain nombre de questions. Vous savez. Je pense qu'elle va même ramener Soro à la maison. Si ça se trouve. Bon, mais attendons. Jean-Baptiste Placas. Non, mais on attend de voir. On attend de voir. Un mot sur Gon Coulibaly, premier vice-président. Oui, Sidiki-Kaba. Je pense que sa désignation comme premier vice-président le laisse en course, puisqu'il est pressenti, mais il n'est pas seul. Il y a d'autres prétendants au poste, à l'investiture du RDR pour la prochaine présidentielle, si c'était le cas. Ça le laisse en course, mais c'est aussi une sorte de... À mon avis, on aurait attendu que si Ouattara lui-même ne se présente pas, qu'il présente Gon Coulibaly. Mais compte tenu des risques de braquer le camp Soro, ce choix a été fait de le mettre en deuxième position par rapport à la tête du parti. Un dernier mot sur la Côte d'Ivoire, Jean-Baptiste Placas. Non, mais Sidiki, qui est journaliste et qui est censé, comment dit-on, insister sur ce qui doit se faire, dit si Ouattara ne se présente pas. Ouattara ne doit pas se présenter. Il ne peut pas moi se je présenter. ne demande pas à Ouattara de se présenter. Il ne peut pas se présenter. Donc, même laisser entendre qu'il aurait pu éventuellement être candidat, c'est... Non, la constitution de la Côte d'Ivoire ne lui permet pas de se présenter. Voilà, et j'espère qu'il va respecter la constitution de ce pays. Mais on est arrivé en Afrique, dans son des discours, pays... il a quand même appelé ses pairs à respecter, à promouvoir l'alternance. Bien donc, sûr, ça vaut pour lui. Qui était très bien. Ça vaut pour lui. C'est très bien. Le Togo, au cœur de la fronde populaire depuis 3 semaines, Tikpi Achadam, le fondateur du PNP, qui a fait une irruption sur la scène politique en fédérant les déçus du système. La session ordinaire du Parlement qui s'ouvre aujourd'hui pourrait faire baisser la tension si elle adoptait la révision constitutionnelle, limitant le nombre de mandats. Le reportage de Laure de Matos. Mardi, l'opposition avait finalement obtenu que le projet de loi de réforme constitutionnelle qu'elle défendait soit bien inscrit à l'ordre du jour au Parlement. Ce mercredi matin, elle change son fusil d'épaule. La rue exige un retour à la Constitution de 1992. L'opposition parlementaire a décidé de se ranger derrière elle. La volonté populaire est invincible. Nous voulons que cette Constitution soit restaurée et qu'on en tire toutes les conclusions, que le pouvoir en tire toutes les conclusions et qu'il écourte son mandat et qu'on mette en place une transition au Togo.
Les députés qui sont les émanations du peuple ne peuvent pas faire autre chose. Si la population demande la constitution de 92, nous retirons notre loi et nous nous conformons au désir du peuple. Le président de l'Assemblée nationale a pris acte de cette décision. Réformer l'actuelle constitution aurait remis les compteurs à zéro et permis au président Faure Gnassingbé de se présenter une nouvelle fois en 2020. Inconcevable pour les dizaines de milliers de manifestants qui se sont mobilisés 2 jours de suite la semaine passée. Eux veulent la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels, comme le prévoyait la Constitution de 92. Ils exigent aussi un scrutin à 2 tours et plus globalement un changement de règne. Faure Gnassingbé est en place depuis 2005. Il a succédé à son père, resté aux affaires, lui, pendant 38 ans. 2 nouveaux rassemblements de l'opposition sont prévus les 20 et 21 septembre. Jean-Baptiste Placas, que faut-il attendre de cette session plénière alors que l'opposition a claqué la porte du Parlement? Rien. Il ne faut rien en attendre. Je pense que le débat se situe à un autre niveau que de divertir les gens avec une session plénière. Pourquoi? Pour envisager de respecter la limitation de mandat tout en ouvrant la porte à la possibilité pour Faure Gnassingbé de non seulement de terminer son 3e mandat, mais de s'en offrir 2 autres derrière. Je pense que c'est de la provocation, comme dirait un leader de l'opposition. Je pense qu'il arrive un moment où il faut que les dirigeants d'un pays acceptent qu'ils ne peuvent pas être dans quelque chose qui soit de l'anormalité, anormalité, complètement anormalité. Seydi Kaba, comment expliquer cette lame de fond qui est venue de Sokodé, qui est réputé être le fief du clan Yadema depuis 3 semaines? Je crois qu'il y a manifestement quelque chose de tout à fait nouveau, cette dynamique unitaire. Parce que jusqu'ici, l'opposition avait été un peu éclatée en chapelle. Ça n'avait pas permis d'imposer un rapport de force au pouvoir. Mais puisque, comme il doit être rappelé, les réformes institutionnelles et constitutionnelles auraient dû être faites à partir de 2006. L'accord politique général prévoyait que ces réformes soient engagées et 11 ans après, elles n'ont pas été faites parce que le pouvoir a fait des manœuvres, mais parce que aussi l'opposition n'avait pas su créer une dynamique unitaire. Mais là, on le voit avec le Parti national panafricain de Hatchadam, plus le fait que, entre-temps, le pouvoir a concédé le statut du chef de file de l'opposition qui est devenu à Jean-Pierre Fabre. Tous ces éléments mis ensemble ont permis de créer une dynamique unitaire. La manifestation a eu lieu à Lomé, mais aussi dans 10 autres villes du Togo, ce qui prouve qu'il y a une lame de fond, il y a une dynamique aujourd'hui favorable au point où la position de l'opposition a évolué. Initialement, c'était obtenir justement obtenir la révision de l'article qui limite le nombre de mandats, obtenir aussi le passage à 2 tours, puisque c'est aujourd'hui un tour. Mais aujourd'hui, les gens vont jusqu'à réclamer le retour à la Constitution de 1992 qui instaure le régime semi-présidentiel. Mais là où le mandat également pour les parlementaires. Il limite le mandat pour les parlementaires. Mais là où le débat devient plus corsé, c'est que même si la réforme était adoptée aujourd'hui, le débat va se poser sur son application parce que l'opposition dit que ça doit être appliqué immédiatement, alors que le camp du pouvoir dit que non, la loi n'étant pas rétroactive, comme il a été rappelé par Jean-Baptiste Placas, pour le pouvoir, à partir de 2020, que la réforme va commencer à se jouer. Or, il s'agit manifestement d'une question plus politique que juridique. Valérie Taurin, ces manifestations, elles ont révélé un nouveau leader de l'opposition, Tikpi Hatchadam, derrière lequel l'opposition se range, puisque Seydi Kaba parlait d'un rassemblement de l'opposition aujourd'hui. Alors, le pouvoir le présente comme un illuminé qui surfe sur des questions religieuses et ethniques. Illuminé ou alors nouveau leader politique? C'est difficile à dire tout de suite maintenant. C'est sûr que surfer sur les questions religieuses et ethniques n'est pas une bonne chose, nulle part. Donc sur ce sujet-là, je trouve que c'est dommage. En revanche, que l'on assiste à l'émergence d'un leader, oui, certainement, et il a fait de la rue une véritable force politique. Cela dit,
que les parlementaires et tous les gens qui sont en train en ce moment de plancher sur cet enjeu national disent on se range derrière la rue, révèle la force de TICPI, mais ça révèle aussi une certaine faiblesse de leur part. Je pense que les choses ne doivent pas se jouer dans la rue, elles doivent se jouer dans les assemblées. Non. Parce que sinon, on va à la violence. Non, ça se joue dans la rue. La violence est dans la rue depuis 3 semaines. Mais ça se joue dans la rue quand les assemblées, quand les institutions ne fonctionnent pas et n'ont pas fonctionné. Vous savez, si il avait fallu attendre que l'Assemblée sous Blaise Compaoré conduise un certain nombre de choses, ce pays n'aurait pas évolué. Quand il arrive un moment où la rue, c'est pas la rue, je veux dire, la délinquance. La rue, c'est la population, parce que les populations sont excédées, elles ont envie de se faire entendre et elles descendent. Il faut rappeler que certaines manifestations avaient été autorisées, et d'autres interdites. C'est-à-dire que même les annonces ou les menaces des ministres du gouvernement faisant valoir que si les gens sortaient pour manifester alors qu'ils n'ont pas l'autorisation, ils subiraient les foudres de je ne sais quelle loi. Il arrive un moment où vous ne pouvez plus opposer cela aux populations. Quand vous avez été incapable de respecter votre parole, de respecter les accords que vous avez signés, et comme le disait Sidik tout à l'heure, 11 ans pour appliquer des accords qu'il a signés parce que déjà, il avait dû faire tuer des gens pour accéder au pouvoir, et il y avait une réprobation générale, et pour calmer le jeu, il a accepté de négocier et de signer des accords. Il signe les accords une fois qu'il a eu le sentiment que tout s'était calmé, et il a joué à la diversion, il a fait traîner les choses. Sidik Keba, qui pour conduire la médiation cette fois, comme l'avait conduit Blaise Compaoré en 2006, parce que 2 anciens chefs d'État, Obasanjo et Jerry Rawlings, ont pris fait et cause pour les manifestants. Oui, à mon avis, c'est clair qu'il faudra un médiateur qui ait à la fois la légitimité et qui puisse bénéficier d'une oreille attentive de Faure et de l'opposition. Là, on voit à la manœuvre le représentant permanent du secrétaire général de Nations Unies en Afrique de l'Ouest, Ibn Chambas. C'est lui qui est allé en tout cas à Lomé et qui a parlé aux 2 autres. Il y a Marcel de Souza qui est allé. Mais à mon avis, il faut une personnalité qui... Ce ne sont pas des médiateurs pour l'instant. Oui, ça, c'est eux qui sont partis pour essayer de faire le go-between. Il faut une personne qui ait plus de légitimité, qui ait plus de poids pour faire entendre les choses. Et là, à mon avis, de toute façon, cette fois, l'enjeu va être beaucoup plus important, puisque l'opposition ne se satisfera pas d'un compromis comme en 2006, avec les risques qu'il ne soit pas appliqué. Jean-Baptiste Placard. Moins de 48 heures avant d'arriver à Lomé pour soi-disant rencontrer les 2 parties, le représentant du secrétaire général des Nations Unies déclarait dans une conférence de presse dans une capitale voisine que ce mouvement n'était rien de très important, c'est quelques personnes, quelques agités, grosso modo, le discours que tenait le pouvoir. On ne peut pas être médiateur crédible si l'on se met du côté d'une partie, et en l'occurrence de ceux qui ont le pouvoir. Je pense que les histoires de médiation et tout ça, vous vous souvenez de la médiation de Macky Sall au Burkina au moment du coup d'État et tout ça. Il faut, quand les populations, quand vous n'avez pas été capable d'intervenir et d'encourager d'encourager vos amis au pouvoir d'appliquer les règles ou les accords convenus, et que la population prend son destin en main, c'est-à-dire que c'est la population qui règle son problème. Les médiateurs sont faits
pour, comment dit-on, faire traîner les choses, arranger la situation pour ceux qui sont au pouvoir. Mais je ne sais pas s'il y a besoin d'un médiateur dans cette affaire. Les Togolais se sont levés, ils règlent leurs problèmes et les médiateurs, ils n'avaient qu'à venir plus tôt. Valérie Taurin, le sommet Israël-Afrique qui devait se tenir à Lomé a été annulé. Hein. Quel commentaire vous faites? On est quand même dans une situation extrêmement instable. Moi, je suis toujours un peu prudente avec le fait de dire c'est la rue qui va décider. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Baptiste sur cette période dilatoire qui s'est déroulée depuis 2006 et sur l'incapacité, en tout cas, de Ibn Chambas d'être médiateur. En revanche, quitter l'assemblée plénière de la part de l'opposition, c'est pas une bonne chose parce que la politique de la chaise vide, ça n'a jamais rien rapporté. Il faut une médiation. Il faut une médiation, il faut trouver quelqu'un, il faut donner une parole à la rue. Tout ça, ça fait un peu peur. En attendant qu'un médiateur soit nommé, un dernier mot avant de refermer ce magazine. Une pensée pour la famille de Djibo Letika, homme politique sénégalais, décédé hier à Dakar à l'âge de 69 ans. Il fut plusieurs fois ministre dans les gouvernements des présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI, Valérie Taurin du magazine Africasie et Sedi Kaba du Monde Afrique. Vous pouvez revoir l'émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.